La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Depuis des années maintenant, depuis l'Afrique, mais aussi l'Amérique ou l'Europe, Achille Mbembe affronte lucidement le monde contemporain, forgeant ses concepts et affûtant ses théories, se replongeant dans l'histoire, parfois longue, et se frottant aux textes ressources, comme ceux de Frantz Fanon, pour ses politiques de l'inimitié qui paraît aux éditions La Découverte en ce printemps, l'un de ces essais qui, une fois refermé, parvient à nous faire entrevoir le monde d'un œil aussi neuf que peu flatteur, mais juste. Achille Mbembe, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université du Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud, et puis chercheur à l'Institute for Social and Economic Research de cette même université. Et comme je le disais, vous publiez aux éditions La Découverte, Politique de l'inimitié, un essai qui se propose de comprendre l'état du monde dans lequel on se trouve, un état que vous regardez à la lumière de l'histoire. Vous êtes historien, mais vous êtes aussi politiste, comme on dit, et vous vous intéressez à des phénomènes contemporains, et des phénomènes contemporains qui sont souvent au cœur de l'actualité, des journaux. L'un de ceux-là, nous en avions parlé la dernière fois, en évoquant même cette expression de Méditerranée noire qui commençait à se dessiner avec tous ces morts, tous ces migrants dans la mer Méditerranée. Les choses, depuis qu'on s'est vu la dernière fois pour cette émission, ont empiré. La situation des migrants, on le sait aujourd'hui, est plus que préoccupante. C'est le problème central de l'Europe, même si un certain nombre de gens ne veulent pas le voir ainsi. Ça fait partie des problèmes, ce n'est pas le seul, que vous affrontez dans cet essai. Sous ce titre, et j'aimerais qu'on commence tout simplement par une explication du titre, sous ce titre, Politique de l'inimitié, vous soulignez à quel point c'est l'inimitié désormais qui caractérise ce monde contemporain, et évidemment la crise des migrants en offre un exemple frappant, et encore une fois, ce n'est pas le seul, Achille Mbembe. C'est un exemple frappant, ce n'est pas le seul. Ce qui est frappant également, c'est le fait que l'inimitié soit devenue un aspect central de la vie politique contemporaine. Évidemment, les ennemis, il y en a toujours eu, mais il me semble que la recherche de l'ennemi aujourd'hui fait partie intégrante de la vie des démocraties. Et donc, le livre s'efforce de réfléchir sur ce nouveau phénomène qui remet fondamentalement en cause l'idée que l'on s'était fait jusqu'alors du politique, justement comme cet espace qui permet de juguler la violence sans nécessairement l'éliminer, mais de la traiter d'une manière qui rende possible le lien social. Alors ces démocraties dont vous parlez, vous nous expliquez à travers un certain nombre d'analyses qu'elles sont en train peu à peu de se mettre à ressembler à des pays qu'elles avaient autrefois colonisés et qu'on retrouve sous des formes sensiblement différentes, mais au fond qui sont les mêmes. Ces manières d'entre-soi, ces frontières, ces séparations, ces murs, quel que soit le vocabulaire, ce sont les mêmes phénomènes auxquels on assiste partout et qui visent à mettre à l'écart l'autre, au fond. Oui, phénomène de séparation, de création de murs, de rétablissement des frontières, à la fois physiques et symboliques et morales. Et donc, ce désir de séparation qui, au fond, pour utiliser un vocabulaire tiré de l'histoire de l'Afrique du Sud, ce désir d'apartheid, lui-même repose sur l'idée selon laquelle la relation par excellence est celle qui me lie
à celui qui me ressemble. Et que celui qui ne me ressemble point, je n'ai aucune obligation de le traiter comme mon semblable. Et donc, le livre s'efforce d'explorer ces passages qui ont lieu sur fond, vous l'avez évoqué, de fractures assez importantes dans la vie globale contemporaine. On a parlé des réfugiés, des migrants, du fait que notre monde est en train de passer par une phase de repeuplement à laquelle on donne le nom de migration, mais en fait il s'agit du repeuplement d'un monde sur la base, on l'espère, de frontières tout à fait différentes de celles qui ont résulté du partage de la planète à partir du XVe siècle. Alors ce qui est frappant, c'est qu'à la fois ces mouvements de population sont des réalités, mais qu'elles déclenchent des fantasmes aussi. On peut prendre un exemple, c'est celui du discours de ce candidat à la primaire républicaine aux États-Unis, Donald Trump, qui ne cesse de parler de son projet d'ériger un mur entre le Mexique et les États-Unis, alors même que le solde migratoire entre les deux pays est devenu négatif, qu'il n'y a pas de problème de franchissement de cette frontière par des populations. Mais il en fait un point de fixation. Et au fond, on se dit en vous lisant que c'est symptomatique de cet imaginaire que l'on retrouve dans de nombreux pays, cette manière d'ériger la frontière en un objectif politique de premier plan. Ah oui, c'est partout. Aux États-Unis, effectivement, en Europe, dans plusieurs pays d'Afrique et ailleurs. Vous parlez du fantasme. Il s'agit d'un fantasme structurant. Je crois que l'époque est à l'émergence de toutes sortes de désirs maîtres, de pulsions qui fonctionnent à la manière dont l'économie fonctionnait il y a pas longtemps. Il y a une économie politique de ces pulsions qui n'a pas beaucoup fait l'objet d'enquêtes sérieuses, pulsions qui sont par ailleurs devenues des pulsions structurantes de nos vies quotidiennes. Et on livre s'efforce d'interroger ce genre de déplacement, d'où l'importance du motif psychanalytique dans le texte. On y reviendra avec Frantz Fanon, médecin, psychiatre, avec les textes duquel vous pensez la situation contemporaine. Et cette situation contemporaine, elle se caractérise bien évidemment aussi par la montée en puissance du terrorisme. Ce livre paraît quelques mois après les attaques terroristes que l'on sait en Europe, mais attaques terroristes qui se produisent aussi sur le continent africain, asiatique et même américain. Donc cette nouvelle menace, au fond, vous analysez la manière dont ces démocraties, ou plutôt la part d'ombre de ces démocraties, y répond, en ayant pour effet de renforcer ces politiques de l'inimitié. Vous vous interrogez sur la manière dont les démocraties répondent, non pas par le droit, mais par l'exception, qui est au fond la fin du droit. Donc il y a aussi dans ce livre, dans cet essai, des interrogations sur les politiques d'état d'urgence, les politiques qui mènent certains à inventer des dispositifs comme la déchéance de nationalité, par exemple. Je voulais le souligner parce qu'il y a quelque chose de très qui nous concerne directement au premier chef dans la situation que nous vivons depuis quelques mois ici en France, à Chilmembe. Oui, c'est effectivement l'un des thèmes du livre. Est-ce que la démocratie, face à des menaces qui sont réelles, le terrorisme ne relève pas de la fiction, c'est la réalité d'une violence qui frappe de manière aveugle ceux qui, par hasard, se trouvent là où les forces de la mort apparaissent. Et donc, est-ce que les démocraties peuvent se défendre contre de telles menaces par le droit? Ou est-ce qu'elles ont besoin d'adopter des mesures extrajudiciaires pour préserver le droit? Quelles sont les ambiguïtés d'une telle situation si l'on sait par ailleurs que un des objectifs
de la violence terroriste est effectivement de détruire l'état de droit. Et donc cette question des fins et des moyens, qui est une très vieille question du politique, elle se pose aujourd'hui dans des conditions tout à fait neuves. Vous avez un chapitre de ce livre que vous avez choisi d'intituler « La sortie de la démocratie ». Vous êtes historien, vous pensez que c'est le fil de l'histoire désormais, que ce qui s'est construit lentement, patiemment, comme un espace public démocratique est en train de se trouver délité par ces politiques de l'inimitié ? Délitement, inversion, mais aussi, dans certains cas, sortie de la démocratie et son remplacement par la relation d'inimitié. Sortie qui est provoquée par toutes sortes de mouvements de fond. Les nouvelles inventions technologiques, la transformation du capitalisme en est un des facteurs, à mon avis, structurants. Le big data, le rôle des ordinateurs. La sécurité érigée en priorité absolue, l'avènement de la raison électronique et digitale qui repose sur l'immatérialisation des formes matérielles. Il y a un processus d'évidement d'un ensemble de paramètres qui, jusque-là, étaient considérés comme stables et qui permettaient effectivement au système politique démocratique de fonctionner comme il l'a fait jusqu'à présent. On rentre dans une période où il y a une inadéquation tout à fait radicale entre ces mouvements de fond et les formes du politique telles qu'on les a mises en place tout au long, je dirais, du siècle précédent. Il y a un autre paramètre que vous prenez en compte, qui est la montée en puissance de la perception de la menace écologique, de ce que l'homme est en train de faire de la planète. Et c'est non pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est la perception de ce phénomène. Et ça aussi, ça joue sur cette situation historique singulière dans laquelle nous nous trouvons. Oui, effectivement, il y a la montée, je dirais, d'une conscience planétaire, pas seulement d'une conscience nationale, d'une conscience planétaire, et d'une conscience de la vulnérabilité de la planète, et de la vulnérabilité des humains, et de la vulnérabilité du vivant. Une des conséquences de cette prise de conscience, c'est le fait que elle exige la mise en place d'une démocratie qui ne soit pas juste celle des semblables. L'ère de la démocratie des semblables est terminée. Comment faire place à une démocratie du vivant dans son ensemble, qui intègre les humains, les non-humains? Tel est, à mon avis, un des grands défis du siècle qui vient. Le mot vivant, vous ne l'employez pas tout à fait par hasard. C'est un mot clé pour l'auteur de référence de ce livre, pour vous, qui est Frantz Fanon, le vivant. Vous l'opposez à cette situation mortifère, à cette nécropolitique, dites-vous. Oui, je m'inspire effectivement de Fanon, dont on sait qu'il était à la fois un acteur des guerres de libération, dans le cas de l'Algérie en particulier. Donc Frantz Fanon, né aux Antilles, éduqué en France et exerçant, pratiquant son métier de médecin en Algérie. En Algérie, en tout Tunisie. En étant engagé dans la lutte pour la décolonisation. Tout à fait. Et tout en ayant participé lui-même à la Seconde Guerre mondiale, la guerre contre le nazisme. Et donc, typifiant de ce point de vue, disons, se doublait destruction, reconstruction. Et donc je m'inspire de sa pensée dont beaucoup avaient pensé
qu'elle était au fond une philosophie de la violence. Mais c'est aussi, il faut le rappeler, une philosophie du soin. Vous le rattachez au mouvement du Caire aujourd'hui, comme on parle en philosophie politique, non plus seulement dans le monde anglo-saxon, mais même en France. Fanon serait une sorte de précurseur du Caire, au fond? Oui, il serait une sorte de précurseur de ce mouvement, le mouvement qui consiste à réparer ce qui a été détruit, à apporter du soin à l'homme ou à la femme qui souffre, à s'occuper de la douleur qu'il s'agit d'alléger pour que les forces de vie puissent prendre le dessus sur les forces de la destruction et de la mort. C'est pour cela que la philosophie de Fanon est radicalement différente, disons, des pratiques de terreur et de contre-terreur qui dominent notre époque, parce qu'il ne s'agit pas de pratiques du soin, il s'agit, dans l'un et dans l'autre cas, très souvent, de pratiques nihilistes. Alors quelles sont les prescriptions, en quelque sorte, du docteur Fanon? Comment il peut nous aider à sortir de cette situation dans laquelle la terreur et la contre-terreur nous entraînent, Achille Mbembe? Je crois que dans la pharmacie de Fanon, on pourrait retrouver un certain nombre de médicaments aujourd'hui. Je crois qu'il y a chez Fanon des éléments qui nous permettraient de repenser de fond en comble le rapport à la vie et au vivant, comme la base à la fois du politique et comme une des pierres d'angle à partir de laquelle on pourrait reconstruire un espace politique qui soit doté des ressources qui menacent le politique en tant que tel. On en est à une période de la vie historique des humains où c'est l'idée même du politique qui est menacée, à la fois par les forces du marché et par le militarisme aggravé et la violence dérégulée. L'autre médicament dans la pharmacie de Fanon, c'est quand même tout ce qui a trait au démon du racisme. Le racisme est le gisement premier qui permet de construire l'ennemi et de le construire non seulement dans le droit, dans la loi, mais aussi dans le fantasme. Et donc, cette guérison par rapport au fantasme est une dimension fondamentale de la pharmacie fanonienne. Le racisme dans nos sociétés occidentales prend des formes aujourd'hui nouvelles, plus sophistiquées, plus imperceptibles parfois. Et du coup, vous proposez cette notion, en reprenant un texte que vous aviez fait pour un livre collectif, de nanoracisme, comme en écho à ces sciences qui nous permettent d'étudier l'infiniment petit. Il faudrait faire attention à ces manifestations microscopiques, mais qui n'en sont pas moins extraordinairement puissantes, au fond, du racisme qui surviennent dans la vie quotidienne. Tout à fait. Il y a d'un côté le racisme que j'appellerais hydraulique, le racisme des grandes structures, des dispositifs de toutes sortes, et puis le nanoracisme, tout à fait moléculaire, semblable à de la poussière, racisme de type atmosphérique. C'est ce que j'appelle le nanoracisme, qui s'exprime au détour de presque rien. Souvent sans conscience de lui-même, mais toujours avec des effets dévastateurs pour ceux et celles qui le subissent. Le nanoracisme est aussi une forme de jouissance. À une époque au cours de laquelle les objets de jouissance, il n'y en a pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup, ou en tout cas sont inéquitablement
redistribués. Et du coup, le racisme devient un peu cet objet facilement partageable, mais qui provoque des jouissances à la fois pour toutes les catégories sociales. Et donc c'est cette réflexion que j'essaie d'engager à partir de la notion de nanoracisme. Ces phénomènes que vous décrivez, on les voit, on peut les repérer dans beaucoup de pays différents. Toutefois, ils prennent pas forcément la même forme et surtout, les moyens d'y faire face ne sont pas les mêmes. À chaque fois, il faut faire l'histoire de nations différentes. Et je voudrais qu'on vienne un instant, Achille Mbembe, sur le cas français, sur cette république qui a bon dos, comme vous dites dans un passage, qu'on nous ressort un petit peu à toutes les sauces et qui n'est pas forcément la matrice la plus pertinente pour percevoir ces phénomènes comme le nanoracisme et surtout tenter d'y mettre fin. Comment, vous qui avez l'expérience, puisque vous enseignez en Afrique du Sud, vous êtes camerounais, vous enseignez en Afrique du Sud, mais vous enseignez aussi depuis longtemps aux États-Unis, vous connaissez des pays aux histoires différentes, comment vous voyez du coup la situation française de ce point de vue? Il faut d'abord admettre qu'il y a un problème. Lorsque on n'admet pas qu'il y a un problème, les choses deviennent très compliquées. La grande différence entre la France d'un côté, l'Afrique du Sud, les États-Unis de l'autre, elle réside là. L'Afrique du Sud, c'est évident, admet que le problème racial est une donnée fondamentale de son histoire et de sa vie à venir. Les États-Unis admettent également que c'est un problème. Peut-être ceci est-il le résultat du fait que, au fond, et l'Afrique du Sud et la France, historiquement, ont vécu sous des régimes de racisme législatif. Et qu'au fond, la République française, du moins dans le principe, n'a jamais inscrit le racisme dans sa constitution. Elle n'a pas pratiqué la ségrégation raciale sur le mode états-unien ou sur le mode sud-africain. Fait que, au fond, le racisme, même lorsqu'il était activé, institutionnalisé et pratiqué, l'était toujours quelque part ailleurs dans les colonies et nié dans la métropole elle-même, même si des pratiques racistes existaient. Et donc cette hypocrisie originelle me paraît être un grand obstacle à toute pratique transformation de cet état de choses. Et elle me paraît également être le principe de différenciation premier entre la France et les autres pays qui ont vécu ce genre de traumatisme. On a entendu il y a quelques mois le Premier ministre français, Manuel Valls, parler d'apartheid social. Cet usage du mot a suscité des interprétations différentes. Beaucoup ont pu être choqués qu'il fasse le parallèle avec la situation sud-africaine. Il semble que ce qu'il voulait désigner, c'était le fait qu'il existe des discriminations sociales, et peut-être que ces discriminations sociales recouvraient des discriminations raciales dans notre pays. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage d'un mot comme celui-là par quelqu'un investi de cette autorité publique? Dans le cas français, c'est quand même un mot assez fort. Parce que il faut se rappeler du fait que l'apartheid était quand même inscrite dans le droit constitutionnel sud-africain de l'époque. Il ne me semble pas du tout que ce soit le cas ici. Si on veut dire par apartheid la mise en commun à la fois du racisme et des rapports de classe, alors il faut le dire de façon précise. Mais je pense que le Premier ministre a utilisé
un terme tout à fait anachronique, du moins au regard du peu que je connais de l'histoire de cette société. Je voudrais pas qu'on termine sur une note trop pessimiste non plus, parce qu'il y a des pistes dans votre essai aussi, et l'idée d'inventer avec l'humain, avec le vivant, une autre politique qui résiste à la mort, au fond, puisque c'est ça qu'il s'agit de combattre, Achille Mbembe. Oui, c'est ce qu'il s'agit de combattre. À un moment où on se rend compte du fait que le vivant est sous la menace d'un ensemble de forces que l'on s'était forcé de juguler. Que le processus de civilisation, tout au long de la modernité en tout cas, consistait justement à marquer un certain nombre de territoires et de domaines qu'il s'agissait de protéger contre l'exploitation sauvage et incontrôlée. Ces digues n'existent plus ou sont mises en difficulté, et on le risque auquel on fait face est que ce soit l'idée même du politique qui soit abolie. Et avec cette idée de politique abolie, l'entrée dans un procès d'ensauvagement non plus national, mais planétaire. Et donc, pour y faire face, il faut réinventer à la fois le système économique et redonner souffle au projet démocratique. Mais avant ça, il s'agit de bien comprendre ce à quoi nous assistons, et ce diagnostic, on le trouve au cœur de ce livre, Politique de l'inimitié, Achille Mbembe. Il paraît aux éditions La Découverte. On trouve les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture, page où vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez vous abonner également, et je vous le conseille, au podcast. Merci beaucoup, Achille Mbembe. Merci Sylvain.